Bonjour à tous et bienvenue dans ce dernier numéro de la saison déjà, de Rue de la République, aux côtés de Léo Purguette, le président de la Marseillaise, le directeur éditorial. Bonjour Léo. Bonjour. Nous sommes pas trop de dos pour recevoir une ministre en campagne, secrétaire d'État à la ville. Bonjour Sabrina Agresti-Roubache. Bonjour à vous deux et bonjour à tout le monde. Merci beaucoup. Vous remettez votre titre en jeu. Vous avez été élu il y a 2 ans seulement. Depuis, vous avez fait un parcours ministériel. Alors, vous souriez pour le moment, mais les électeurs sont un petit peu déboussolés. C'est comme ça qu'on les voit, nous, quand on prend un peu le pouls de la campagne. Est-ce que c'est ce que vous constatez, vous, sur le terrain ? Alors, je souris parce que c'est mon tempérament et je souris parce que c'est grave. Au contraire, le sourire, ça donne de la force. Donc, évidemment que je le vois sur le terrain. Alors, est-ce que ce que moi, je vois dans la première circonscription, c'est ce que tout le monde voit ailleurs en France ? Je ne sais pas. Mais ce que je sens quand même, c'est que l'équation personnelle dans cette élection compte énormément. Les gens, bien sûr, vous reconnaissent, mais pas juste, ils vous ont vu à la télé. Vous avez fait des choses pour eux. Vous avez parlé de Marseille. Vous avez parlé des quartiers Est. Vous avez défendu dans le plan Marseille en grand, pas uniquement les quartiers Nord, mais bien les quartiers Est. Et tout le monde s'en rappelle. Donc, ce que je sens sur l'inquiétude des Français, et qui est normal, celui qui vous dit je ne croise pas d'électeurs inquiets, évidemment. Le président de la République a pris une décision, il a dit lui-même, grave. Une décision que peut, et regardez les commentaires politiques. Moi, je trouve que c'est très courageux, c'est un moment de vérité, et je le dis aux auditeurs, mais je parle aux électeurs. Ce que nous avons vécu dans l'hémicycle, le brasier incessant sur le moindre texte de loi, n'était plus possible. Et les Français ne pouvaient pas continuer à dire « nous ne sommes pas contents, nous avons une colère à exprimer », et avoir un président de la République qui enjambe les européennes. Les européennes de maintenant, j'entends les commentaires, c'est pas celle de 2014, c'est pas celle de Valls, celle du président Sarkozy. On est dans autre chose, on est dans un autre moment politique. Vous faites un 49.3, c'est un outil constitutionnel et les gens vous disent, vous écrasez la démocratie. Vous leur redonnez la parole, ils sont inquiets et ils vous disent, on est perturbé, on ne comprend pas. Ça va peut-être être une clarification politique nécessaire. Et un moment de vérité. Parce que je l'avais dit, les électeurs sont devant. C'est un coup de tonnerre quand même, Sabrina Agresti-Roubache. On vous est proche du couple Macron, oui. Est-ce que vous étiez au courant ? Non, pas du tout. Je l'avais dit, alors je vais vous dire, celui qui viendra à votre micro, vous dire, j'étais au courant, surtout ne le croyez pas. Le président de la République a tenu informé, je le sais, très très peu de gens. Et nous, les membres du gouvernement, nous étions à 22h à l'Élysée. Il nous a expliqué avec gravité la décision qu'il a prise. Et autour de la table, le soir même, à 22h, minuit, je suis rentrée à la maison, j'étais déjà en campagne. Et je l'avais dit, je l'assume, ma fille m'a demandé d'arrêter. De ne pas y retourner, d'arrêter de faire de la politique. Je viens, vous le savez, j'étais productrice télé, j'écrivais des livres. Je ne me suis pas posé de questions pour 2 raisons. 1, dans ma circo, je sais que je suis la seule à pouvoir battre l'extrême droite. Parce que mon combat, dans ma circo, c'est l'extrême droite. On va pas se tromper. Moi, je me trompe pas de combat chez moi. Je sais comment ça marche. Et j'ai vu les scores. J'ai été élue avec un peu moins de 500 voix. Et comment dignement, je l'avais dit, pareil, dignement ne pas aller au front. La défaite, acceptable. L'échec, acceptable. Le déshonneur, jamais. Alors pourtant, le rapport de force dans votre circonscription n'est pas favorable. Si on regarde les résultats des européennes, pas favorable. Comment vous l'expliquez justement alors parce que c'est une circonscription qui concentre pas tous les mots de Marseille. Non, quand on voit qu'à la Valentine, on a des 60% pour l'extrême droite. Je les ai regardés. C'est pas des coups-gorge ces quartiers-là. Alors que c'était parmi mes meilleurs bureaux, vous voyez. Ouais. Alors moi, ce que je crois, comment j'analyse ça ? J'ai fait bureau par bureau. Je regarde les choses de manière posée. C'est un vote défouloir. Ça a été un vote défouloir. Je croise beaucoup de gens qui ne sont pas allés voter, très honnêtement, des gens qui ne se sont pas intéressés aux européennes. Je vois d'autres gens qui ont voté pour Manon Aubry et qui ont voté pour Jordan Bardella. C'est ça que je croise, moi, dans la rue. Et les gens vous disent, mais nous, on ne veut pas vous perdre. Parce que vous étiez là avec nous. On a voté là parce qu'on a quelque chose à dire au président de la République et on a voulu qu'il nous entende. Mais nous, maintenant, qu'est-ce qu'ils se disent ? On sait ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on va retrouver. Et la proximité, ça compte. Parce que ce que j'entends tout le temps, c'est vous, au moins, tout le monde sait où j'habite dans ma circo. Donc, et ce que je vois aussi, ce que j'entends, c'est au moins, on sait exactement où aller taper. Et je n'ai pas changé de numéro. La première question qu'on m'ait posée quand je suis montée au gouvernement, on me demandait, est-ce que vous avez changé de numéro de portable ? J'ai le même depuis 25 ans. Évidemment que non, parce que changer de portable, ça aurait été me couper du terrain.
Donc, les gens ont gardé mon portable pour ceux qui l'avaient, très facile à trouver. J'ai fait beaucoup de choses, notamment pour les quartiers Est de Marseille, par exemple. On y vient. Dans le plan Marseille en grand. Voilà, vous avez beaucoup pesé pour le plan Marseille en grand. Est-ce que vous avez un sentiment un peu d'injustice ? Il n'y a pas vraiment eu de retour de sympathie dans les votes sûrement moins grand que Emmanuel Macron, qui lui a appuyé le plan Marseille en grand et qui a l'air d'être le président le plus grand supporter de Marseille, mais qui a une détestation absolument incroyable aujourd'hui. Vous savez, si vous faites de la politique pour avoir de la gratitude, faites autre chose de votre vie. On fait de la politique, en tout cas moi, ma conception de la politique, moi qui viens d'arriver, je fais de la politique parce que j'ai des engagements, des convictions et que j'aime les gens, j'aime les autres. Donc c'est pas, moi j'attends pas qu'on me dise merci. Moi tous les soirs, je veux m'endormir en me disant qu'est-ce que j'ai fait pour un tel. Telle famille est en grande difficulté, on m'alerte, je reçois des recommandés, je reçois des mails, je reçois des messages sur les réseaux sociaux. C'est la seule raison pour laquelle je me suis engagée en politique. Comment est-ce que tu changes le quotidien des gens ? Et après de l'autre côté, vous oubliez un échelon. Les élus locaux. Parce que dans tout ce que vous dites, vous pensez que quoi ? C'est Emmanuel Macron qui vient creuser des trous à la Castellane ? Non, il y a des élus locaux qui doivent aussi, dans les politiques publiques, prendre leur part de responsabilité. Et je rappelle juste le plan Marseille en grand. 1 milliard pour les écoles. Ça n'existe nulle part ailleurs. Le président de la République a décidé d'aider sur le bâti scolaire, la rénovation de nos écoles, 188 écoles à 2032. Ben enfin, ça c'est sonnant et trébuchant. Quand j'ai 650 millions d'euros de l'ANRU, d'accord ? Déployé depuis 2019. Et que lorsque j'arrive au gouvernement, que je suis ministre de la Ville, que je suis nommée, sur 10 conventions à travers Marseille, Herbel, la Castellane, Frévalon, Campagne-l'Évêque, seulement 5 conventions sont signées. Et que là, je suis à la 10e. Ça veut dire qu'en 9 mois, j'ai fait plus que beaucoup en 40 ans de politique. Mais ce que vous dites suscite aussi un peu un sentiment, une volonté de dégagisme. Et ça, c'est le RN qui le capitalise. Alors, le RN ment. Le RN raconte n'importe quoi. Regardez. Je regarde, j'ai fait quelque chose de... Ça m'a amusé sur les réseaux sociaux. Bardella, un jour, un renoncement. Vous savez, Léo, raconter n'importe quoi aux gens. Expliquer que tu vas interdire le voile musulman, le voile islamique, vous l'appelez comme vous voulez, dans la rue, dans l'espace public. C'est anticonstitutionnel. Et là, maintenant, il vient de reculer. Il dit, ah ben non, finalement, on va pas... Alors, on va le faire, mais en fait, on peut pas exactement le faire. Écoutez... On manque de temps, on n'est pas suffisamment préparé. Voilà. Ça veut dire que après, vous pensez qu'il ment à les Mais il raconte n'importe quoi. Regardez la TVA à 0%. Ils nous ont bassinés dans l'hémicycle sur la TVA à 0% pour les produits de première nécessité. Vous avez écouté Jordan Bardella ? On va le faire, mais après. Si je n'ai pas de majorité absolue, je ne prendrai pas le pouvoir. Enfin, je ne viendrai pas à Matignon. Nous avions une majorité relative. Et nous avons passé des textes, les retraites, et pas des plus simples. Hein. Les retraites, la loi immigration. Donc, est-ce que vous n'allez pas payer la facture de ces textes-là ? Très impopulaires. Non. Alors écoutez, pareil, les choses compliquées, vous savez, c'est comme dans la vraie vie. Parfois, il faut faire des choix difficiles parce que il est nécessaire, dans le moment où on se parle, de pouvoir porter des politiques publiques un peu dures. Je le reconnais, mais moi, vous savez, sur la loi immigration, je l'ai porté, j'étais au banc avec Gérald Darmanin. L'article 4, qui avait été supprimé, qui permettait aux demandeurs d'asile, je l'avais porté, j'étais commissaire aux lois quand j'étais députée, avant de monter au gouvernement, qui permettait aux demandeurs d'asile, qui font leur dépôt à l'OFPRA et dont la demande au bout de 6 semaines est acceptée, de pouvoir travailler immédiatement. J'étais en train de le rétablir de manière réglementaire. Ce que je veux dire, c'est que permettre à des gens de travailler, je suis une enfant d'immigrés, vous pensez que mon père est venu profiter des allocs ? Non, mon père, il est venu bosser. Mais comme tous ceux qui traversent la Méditerranée. Relisez mes livres ou regardez les documentaires que j'ai faits. Vous parlez de quelqu'un qui est une enfant des quartiers pauvres de Marseille à qui on ne peut pas raconter d'histoire. Quand j'explique que Jean-Luc Mélenchon n'est pas un moudjahid, c'est pas un combattant de l'islam en Palestine, c'est un multimillionnaire de la politique qui explique aux jeunes des quartiers et qui cible parfaitement les musulmans dans les quartiers prioritaires pour porter un message pour nous diviser et expliquer que les jeunes des quartiers sont pour lui, et je vous le dis, moi je l'ai dit 20 fois, et je le dis depuis que j'ai 20 ans, j'en ai 47. Ce n'est que de la chair à voter. Et encore une fois, je reviens sur ce que nous avons fait. Vous dites, il y a eu un rejet. C'est vrai. La preuve, les gens ont parlé. En tout cas pour qu'il y ait une telle détestation du président et même de la politique qu'il représente. De la politique qu'il représente. Mais ce que je vois moi sur le terrain, c'est qu'ils disent là vous avez bien fait, là vous n'avez pas bien fait. Hier j'ai porté
quelque chose devant les journalistes, puisque on me posait des questions et je parle aux électeurs. Je pense que si nous avons fait pas bien quelque chose, je voulais, et je l'ai toujours porté, je le défends encore, et je ne m'arrêterai jamais de les défendre. Les mamans seules dans les quartiers prioritaires et les travailleurs pauvres. Vous savez, ce qui exaspère les gens, c'est de bosser, de pas s'en sortir. Et je pense que sur cette frange-là, vraiment, puisque j'avais milité et j'avais co-signé un projet de loi parlementaire d'une de mes collègues du groupe Renaissance sur l'automatisation des minima sociaux. On a dit une chose très simple, et cette loi, elle est là au Parlement. Vous voyez, elle est là. Mais de l'autre côté, avec les obstructions dont nous avions affaire, auxquelles nous avions affaire, on se retrouvait comment ? Des milliers d'amendements qui font perdre un temps de dingue. Donc, t'as plus le temps de passer des textes. Ce projet de loi parlementaire permettait quoi ? Pendant un an, on donne les minima sociaux de manière automatique, CMU, tout, le RSA, tout, les APL, et de dire on laisse un an aux gens, pour pas tomber dans l'extrême pauvreté, avoir leurs droits et se mettre d'équerre avec la loi. Mais ça encore une fois, il faut du temps pour pouvoir le porter. Et on ne peut pas dire, je dis, moi on peut tout me reprocher. Je suis là du matin au soir, et quand vous voyez, je reviens juste une petite incise sur le plan Marseille en grand et la rénovation urbaine. J'ai décidé, et c'est fait pour septembre, de créer une filiale d'Euroméditerranée en rue pour pouvoir instruire à la main du préfet la rénovation urbaine à Marseille, faute aux élus locaux qui bloquent les projets depuis des années. Alors, vous faisiez à l'instant référence à vos origines. Est-ce que vous ressentez aussi ce courant un peu de racisme qui s'exprime dans la société ? Est-ce que vous avez écrit moi, la France, je la kiffe. Est-ce que vous la kiffez avec une extrême droite à 40%? Non, moi, ce que je vois, c'est que je parle aux électeurs. Et j'ai écrit dans mon livre, merci de le rappeler, Léo Purguette, les électeurs du RN ne sont pas nos ennemis. J'ai toujours considéré que de dire ce sont de sombres racistes, les électeurs... C'est contre-productif même peut-être. Mais je l'ai expliqué, j'étais pas élue, c'était en 2021 la sortie de mon livre. Je dis plusieurs choses. Déjà, on a oublié que nos parents, nous les enfants... Donc, moi je suis française, mais les gens, donc la génération de mes parents, mon père est arrivé d'Algérie en 67. Il est venu travailler. Mais sauf que mon père et ma mère, paix à son âme pour mon père, et ma mère qui est toujours là, j'ai toujours ma maman. Ma mère, elle te dit, j'ai bossé toute ma vie, j'ai élevé mes enfants, pas dans le quartier le plus facile, vous n'avez manqué de rien, vous avez reçu une éducation, une instruction, c'est-à-dire qu'on a cédé sur des choses, les valeurs, la laïcité. Nous, par exemple, à notre époque, moi je l'ai écrit, on n'avait pas le droit de faire le ramadan à l'école, parce que c'était l'école. Et quand on n'était pas à l'école, nous étions une famille tout à fait musulmane, traditionnelle, et que la pudeur de ma grand-mère faisait que on jette pas sa religion à la figure des autres. Et autre chose, le vivre ensemble de Marseille. Moi, c'est quoi qui me crève le cœur ? C'est de voir un Marseille coupé en deux. D'un côté, vous avez des gens qui expliquent, et je vous le dis, qui poussent sur l'antisémitisme avec le 8 mai. Écoutez toutes les déclarations, faites comme moi. Moi, je sais que vous faites votre travail de manière très honnête. Regardez le 8 mai du côté de la France insoumise. Et de l'autre côté, vous avez un Rassemblement national qui est obligé d'exclure des candidats qui viennent à peine d'investir pour propos antisémites. Et je tombe de ma chaise. Donc moi, je dis, je me bats parce que je porte ces valeurs-là. Vous savez, c'est pas l'étiquette qui fait mon combat politique. Ce qui fait mon combat politique, c'est que j'aime ma ville. Plus que tout, j'aime les gens. Je sais on peut faire beaucoup de choses quand on fait de la politique, mais dans le bon sens du terme, c'est pas honteux de faire de la politique. Et quand vous voyez Glucksmann, qui a fait un score, qui a parlé à cette gauche que j'aime, venir faire tapis devant la France insoumise, et la France insoumise elle-même, qui rejette des Garrido, des Corbières, parce qu'ils ne sont pas exactement alignés. Est-ce que ça vous a surpris, ça ? Parce que le calcul du président de la République, c'était qu'il n'y aurait pas d'union à gauche. Moi, je vais vous dire ce qui m'a surprise, très sincèrement. Comment vous pouvez renier, vraiment, moi j'ai suivi la campagne, vous le savez, j'ai fait campagne pendant les européennes. J'ai écouté un Glucksmann sur l'Europe, par exemple, européen convaincu, sur notre politique extérieure, sur la politique internationale, être sur une ligne, on va dire, tout à fait raisonnable, la gauche qu'on aime. Venir... Avec qui on peut travailler, peut-être. Mais, moi, je sais pas si... Non, mais maintenant, il est venu soutenir la candidate qui est contre vous dans votre circonscription. Il est venu. Il a fait tapis devant Jean-Luc... Vous savez qui est le patron maintenant de la gauche ? C'est Sébastien Delogu.
Point. Moi, ce que je vois, c'est que plutôt que de défendre ses valeurs, Raphaël Glucksmann aurait dû, c'était un moment historique pour lui, de se démarquer ceux qu'il a combattus pendant les européennes. C'est ça qu'il aurait dû faire. Et venir faire tapis devant quelqu'un qui explique, non mais je vous le dis, comment est-ce qu'on peut entendre sur Israël, sur la guerre en Israël, comment peut-il dire maintenant exactement le contraire? Parce que vous les avez repeints en place publique, mais ils sont LFI, ils sont avec le NPA, ils sont avec un Antifa. Raphaël Arnaud, mais regardez les propos. Donc non, mais c'est trop facile de dire. la candidate qui est investie contre vous, elle est place publique. Non, la candidate qui est... Dans cette circo, oui, dans la première, oui. D'accord, non, elle est Nouveau Front Populaire. Vous m'excusez, dans la mesure où vous faites une union, c'est comme si nous, dans la majorité, on disait, on a de grandes... Non, il y a des courants, mais honnêtement, venir m'expliquer maintenant que Raphaël Glucksmann s'est vendu à la LFI, à la France Insoumise, de manière... Non mais je vous le dis, je ne m'en remets pas. Alors justement, tous ces calculs un peu politiques, ça ne vient pas servir effectivement la politique. Et qu'est-ce que vous répondez aux gens qui vous croisent peut-être en vous disant le RN n'en a jamais essayé finalement, on a essayé tous les autres mais pas le RN? Alors vous savez ce que me disent les gens? Non, alors je vais vous dire, il y a quelque chose de très curieux. Ça se dit quand même beaucoup dans la rue. Non, ça s'est dit beaucoup au début et maintenant quand ils voient Jordan Bardella reculer surtout, ils vous disent qu'est-ce qu'il est décevant. Voilà ce qu'ils vous disent les gens, les électeurs du RN. Donc, venir aux portes du pouvoir, expliquer le contraire de ce que vous avez porté pendant 40 ans. Faut pas oublier, Bardella, c'est l'enfant de Jean-Marie Le Pen. La première fois qu'il s'engage en politique, c'est avec Jean-Marie Le Pen, c'est pas avec Marine Le Pen. Ça, c'est ce qu'il raconte maintenant, c'est le storytelling, comme on dit dans mon métier. Du ripollinage, dit-on. Il s'est ripolliné. Et maintenant, qu'on lui dit, alors, Matignon, si j'ai pas de majo absolue, mais... Ça veut dire que c'est pas un parti de gouvernement, c'est un parti d'opposition. C'est pas suffisamment sérieux pour vous. Mais c'est un parti qui ment à ses électeurs. Regardez sur la sécurité, mais je vous le dis, moi vous me connaissez avec ma franchise. Et c'est pas la politique qui m'a changé. Ce n'est non seulement pas un parti de gouvernement, mais moi je ne parle pas avec eux, je parle aux électeurs. Je leur dis, regardez de manière très concrète et pragmatique, simple. Ils vous ont promis des choses et déjà ils reculent. On est à 15 jours de l'élection. Et déjà il a renoncé. Et c'est Gabriel Attal, le Premier ministre, que nous avons reçu cette semaine, qui a trouvé une magnifique formule en disant c'est comme un oignon, c'est-à-dire il se pèle au fur et à mesure que ça avance. Donc moi, ce que je dis, j'appelle le peuple de Marseille au premier tour à voter utile, à dire voilà, on sait qu'on est entre là on rigole plus et on ne pourra pas dire. Et ce peuple le peuple de Marseille, on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. Là, maintenant, on sait. Le président a dissous l'Assemblée. Le moment de vérité sera le 30 juin. Et qu'on ne vienne pas après nous dire « Ah, mais non, finalement, on ne savait pas. » Non, on sait exactement ce qui est en train de se passer. Vous avez, et vous le dites, c'est un crève-cœur pour moi. Le combat de ma vie, c'est l'extrême droite. Je l'ai expliqué, je l'ai argumenté. Je me suis battue toute ma vie. La première fois que je descends dans la rue, manifester à Marseille, c'était en 2002. Le Pen au second tour. Alors, vous avez parlé de la gauche que vous aimez et qui vous a déçu à travers Raphaël Glucksmann. Il y a aussi une droite républicaine qui avait été un des socles de la Macronie et qui se fracture beaucoup avec notamment l'attitude d'Éric Ciotti. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces électeurs-là? Alors, à ces électeurs-là, de leur dire, je comprends, on me le dit, je l'entends beaucoup, vous connaissez un peu la sociologie et l'électorat de ma circonscription. Là, je parle vraiment très localement. Outré par le comportement de Ciotti qui se bunkerise pour pas sortir de ses bureaux, de trahir à ce point les valeurs républicaines avec un grand R, les gens sont traumatisés. Et ils n'ont pas oublié quand même ce qui a fait les valeurs de droite sont tout aussi honorables que les valeurs de gauche et que les nôtres, sociodémocrates. Nous, en réalité, nous sommes un grand bloc central, sociodémocrate et républicain. Je pense qu'Éric Ciotti est reparti dans sa famille naturelle. C'est tout. Enfin, ne cherchez pas. Non, mais c'est sa famille. C'est sa famille naturelle. Il a choisi le RN et il n'a rien dit à ses amis politiques. Et là, par contre, il y a un sujet. Vous voyez ce que je veux dire? Ça vous donne l'état d'esprit. Et vous pensez quoi? Que les électeurs ne voient pas la magouille politique? Vous pensez que les électeurs, enfin vraiment, on les infantilise. Ils voient tout le jeu du RN. Regardez, le RN, ça se partage les circos, Ciotti qui trahit sa famille politique, qui retourne en réalité dans sa vraie famille politique. Et de l'autre côté, on a, du côté de la LFI, des gens qui tiennent des propos homophobes, et on nous explique que c'est tout à fait normal. Vous les avez entendus? Moi, je les entends. Moi, vous savez, je fais comme vous. J'écoute. Donc, on ne peut pas se reconnaître dans ces deux blocs extrêmes, mais je crois
je crois très sincèrement que dans la mesure et dans la nuance, on doit avoir de la nuance et d'accepter qu'à un moment donné, ce vote du 30 juin sera un vote utile dès le premier tour. Écoutez, si vous voulez bien, ça sera le mot de la fin puisque nous avons atteint notre quota, nos 20 minutes. Merci beaucoup Sabrina Gressy-Roubat. Je signale que nous allons donner la parole évidemment à vos opposants dans la première circonscription et c'est bien normal. C'est bien normal. Exactement, merci beaucoup. Bonne fin de campagne à vous. Bonne fin de campagne Léo, à bientôt pour une prochaine émission de Rue de la République. Merci à vous tous. Merci aux auditeurs, merci, au revoir. Au revoir.